Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants de cet endroit que nous appelons l'univers. Vitesse supraluminique, télétransporteurs, vortex et armes laser sont des inventions de la science-fiction. Mais ne seraient-elles pas basées sur la réalité? Y a-t-il la vie ailleurs? La réponse est oui. La génération actuelle de physiciens œuvre à la réécriture des lois cosmiques. Je ne peux pas me limiter à nos connaissances physiques actuelles. Ce qui semblait futuriste il y a quelques décennies pourrait se produire sur une planète proche. Quelqu'un qui voyagerait à une vitesse proche de celle de la lumière pourrait en effet faire un saut dans le futur. Prochain arrêt, demain. On s'en approche aujourd'hui en explorant le monde de la science-fiction et de la science réelle. La science-fiction se penche sur de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations et des galaxies très lointaines. Les voitures volantes et les rayons laser semblent faire partie d'un rêve chimérique qui ne deviendra jamais réalité. Des routes? Là où nous allons, je pense qu'on en aura encore besoin. Mais la technologie de la science-fiction pourrait se concrétiser plus vite qu'on ne l'imagine. Vous êtes en retard à un rendez-vous, coincé dans les embouteillages? La science-fiction a la réponse à vos problèmes de transport. Elle vous déplace très simplement du point A au point B. Quiconque prend très souvent l'avion espère vraiment qu'on pourra construire le télétransporteur de Star Trek. Mais quand on commence à penser aux moyens technologiques nécessaires, c'est un peu décourageant. Comme on le voit dans la série Star Trek, le télétransporteur sépare un individu atome par atome, convertit ces atomes en un rayon d'énergie qu'il envoie jusqu'à l'emplacement ciblé, puis réassemble tous ces atomes une fois le but atteint. Quand il scanne l'individu, il enregistre la position de chaque atome, des électrons en orbite autour de l'atome, la rotation de chaque électron, les ondes correspondant aux structures moléculaires du corps, la manière dont tout vibre et se déplace et à quelle vitesse. Le volume de données est énorme. Le télétransporteur scanne tout cela à distance, puis prend le corps et le réduit en 1000 morceaux. La quantité d'énergie nécessaire pour transformer un corps humain en énergie pure serait bien plus importante que celle de l'arme nucléaire la plus puissante que l'homme ait jamais fabriquée. Le procédé en lui-même serait destructeur. Pour transformer quelqu'un de ma taille en énergie pure, il faudrait libérer une énergie 41 fois plus puissante que celle de la plus forte explosion nucléaire terrestre. Je veux dire que si on essaye de me télétransporter là, maintenant, c'est ce dont on a besoin. Mais qu'est-ce qui ressort du rayon laser dont est équipé le télétransporteur? Est-ce l'individu même ou une parfaite réplique quantique? Est-ce qu'il désassemble la personne puis la réassemble, ou est-ce qu'il désassemble la personne, emmagasine les informations, puis recrée cette personne à partir de zéro? C'est une question intéressante. Est-ce que le télétransporteur vous tue et crée un clone, ou est-ce que, d'une certaine manière, il vous conserve et vous transporte dans un autre endroit? Si on dit qu'il désassemble un individu, atome par atome, le convertit en un rayon d'énergie et le rassemble ailleurs, pour moi, ce n'est rien d'autre que le tuer et le ressusciter.
Peut-être s'agit-il d'une invention de la science-fiction, mais les perspectives offertes dans le réel par le télétransporteur ont attiré l'attention de l'armée américaine. L'US Air Force a commandé une étude sur les systèmes de transmission de la matière et a découvert évidemment qu'il y avait un certain nombre d'obstacles. Développer un télétransporteur, c'est très fort. Un des problèmes les plus complexes que vous rencontreriez, c'est qu'il n'y aurait certainement pas assez de place sur un ordinateur personnel. Oubliez les mégabits ou les gigabits. Les données correspondant à la numérisation d'un seul individu occuperaient plusieurs milliards de térabits. La totalité des lecteurs téraoctets nécessaires à la télétransportation d'un seul individu occuperait 500 millions de bâtiments comme l'Empire State Building. Et la question qui découle du stockage d'un individu sous forme de données, c'est doit-on le téléporter immédiatement? Si on le dématérialise, qu'on stocke et sauvegarde les informations pendant 50, 100 ou 5000 ans, au fond, cela revient à un voyage dans le temps. Si la capacité des disques durs continue à se développer à la vitesse actuelle, on devrait avoir un disque capable d'emmagasiner la quantité de données nécessaires dans 2 ou 3 siècles. L'obstacle principal à la création du télétransporteur est une propriété fondamentale de la physique quantique, appelée le principe d'incertitude d'Heisenberg. Après la série originale de Star Trek, de nombreux physiciens ont remis en question la technologie du télétransporteur. L'un des plus gros problèmes, c'est qu'il n'est pas vraiment possible de déterminer avec précision à la fois la localisation et la dynamique d'un atome ou d'une particule subatomique. En d'autres termes, mieux on sait où quelque chose se trouve, moins on connaît sa vitesse et vice-versa. Si on prend une photo d'un manège, on voit parfaitement où il est situé et tout ce qui se trouve alentour. Mais les éléments qui tournent sur le manège sont flous. Si on essaie de réassembler les parties de l'image quantique du capitaine Kirk que l'on vient de dématérialiser, on espère bien ne pas avoir à se heurter à l'incertitude quantique d'Heisenberg. Dans Star Trek Next Generation, l'un de nos conseillers techniques, Mike Okuda, a eu l'idée d'un compensateur d'Heisenberg. C'est un composant du télétransporteur qui permet de gérer facilement ce problème. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une solution très intelligente. L'appareil pourrait aussi tomber en panne, et ce ne serait pas une très bonne chose pour celui qui serait en train d'être télétransporté. Si certaines données se perdaient au cours du transport, qu'on se retrouve sans yeux ou sans cerveau par exemple, ce serait évidemment un désastre. On pourrait aussi perdre un peu d'ADN. Et même si notre corps a les moyens de réparer l'ADN, cela pourrait provoquer un cancer, des déformations, toutes sortes de maladies qu'on préfère éviter. Ordinateur géant, compensateur d'Heisenberg, numérisation quantique, tout cela est de la science-fiction. Mais comment en faire une réalité? Par un moyen qui donne la chair de poule. Einstein l'appelait l'action surnaturelle à distance. On entre ici dans le monde étrange de l'intrication quantique. À la base, deux particules peuvent agir entre elles de telle manière que lorsqu'elles sont amenées à être séparées, l'état de l'une affecte directement celui de l'autre. En utilisant cette propriété d'intrication, on peut opérer une manipulation à un endroit dans le but de changer à l'instant même ce qui se passe dans un autre endroit. C'est une des choses les plus étranges de la mécanique quantique. Il n'y a aucun moyen pour que les informations se déplacent d'une particule à l'autre. On peut mettre en elle une distance telle que même la vitesse de la lumière ne permettrait pas à l'information d'aller d'un point à un autre quand on effectue l'expérience. Il n'y a sans doute que 3 personnes sur Terre capables de comprendre entièrement ce concept. Le reste d'entre nous ne fait qu'observer les calculs et avoir mal au crâne. Des projets sont en cours destinés à tester l'action surnaturelle de l'intrication. Il s'agirait de faire effectuer à la matière entre le sol et une orbite basse
le premier saut de l'histoire de l'humanité. Cette technologie pourrait permettre de développer une nouvelle génération de superordinateurs, des instruments qui seraient un jour assez rapides pour réaliser les calculs nécessaires à la construction d'un télétransporteur plus sophistiqué. J'utiliserais tout de suite un télétransporteur si j'étais certain qu'il me permette de rentrer chez moi, auprès de ceux que j'aime, lorsque j'en ai envie. Ce serait un voyage fantastique. Dans la version cinéma de Star Trek, le méchant utilise un élément basique de la science-fiction sous un angle tout nouveau. Il a pour arme un trou noir. J'adore le nouveau film Star Trek. J'adore la direction dans laquelle ils vont. Mais le trou noir trouble la partie de mon cerveau qui aime la physique. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la matière a été comprimée à l'extrême. La gravité est d'une telle force que rien, même la lumière, ne peut lui échapper. Si on lâchait dans un trou noir le noyau d'une planète, il imploserait. Il est presque impossible de contrôler un trou noir, car si on essayait de le manipuler, on imploserait aussi. Dans le film Star Trek, un état bizarre de la matière, appelé matière rouge, est utilisé pour déclencher la formation d'un trou noir à l'intérieur du noyau d'une planète existante. On ne peut pas transformer une planète en trou noir en utilisant n'importe quelle quantité de matière organique rouge. C'est impossible. Dans la science réelle, nous avons récemment été préoccupés par les trous noirs. Nous avons même un instant redouté que notre soif de connaissance nous conduise à faire disparaître la planète qui aurait été aspirée par un trou noir que nous aurions nous-mêmes créé. Dans le premier Star Trek, la création d'un trou noir au centre d'une planète provoque la mort de 6 milliards de Vulcains. Cette planète deviendrait une partie du trou noir. Elle serait mise en pièces et disparaîtrait à jamais de notre univers. C'est l'arme ultime de l'apocalypse. Dans la science réelle, les études destinées à écraser des particules subatomiques inquiètent. Si ces dernières sont trop rapides au moment de la collision, ne risquent-elles pas de former un trou noir qui détruirait notre planète ? En Suisse, le grand collisionneur de hadrons est destiné à percer la nature fondamentale de la matière, à faire entrer les atomes en collision entre eux pour qu'ils se brisent et que l'on puisse voir les blocs élémentaires qui les constituent. On essaye par exemple de mettre en évidence ce qu'on appelle le boson de Higgs, car on pense que celui-ci donne leur masse à toutes les autres particules et aussi qu'il pourrait produire de mini-trous noirs. Des trous noirs sur Terre ? Nous avons tendance à voir les trous noirs comme de grandes masses de matière tourbillonnantes, des vortex auxquels rien ne peut échapper, pas même la lumière. Et l'idée qu'il puisse s'en former un en Suisse a déclenché l'alarme générale. Mais les scientifiques ont rassuré la population inquiète. Les trous noirs qu'ils allaient provoquer seraient microscopiques. C'étaient de minuscules trous noirs qui se dissiperaient très vite. Leur durée de vie serait d'un très court instant. La probabilité de produire un trou noir est faible, et même s'il en essayait un microscopique, il ne plongerait pas au centre de la Terre et ne la dévorerait pas de l'intérieur. Comment s'agrandit un trou noir ? Imaginez un bâtonnet de papier tournant à l'intérieur d'une machine à faire de la barbe à papa. Au fur et à mesure que le sucre s'accumule, la friandise grossit de plus en plus et le bâtonnet disparaît. C'est ce que fait un trou noir lorsqu'il aspire de la matière. Et avec un trou noir microscopique. Premièrement, il absorberait le bâtonnet très lentement.
Au cours d'une année, un trou noir microscopique, furieux et affamé, pourrait avaler